plus défensif que lui. Alors que juste ici, toute la machine camerounaise semblait superbement huilée. Il a vu! Contre Cameroun! Has gone for Cameroun! And justice has been done. The Cameroon Lions lead 1-0 against the reigning African champions. La veille d'une rentrée scolaire, en 81-82, il y a 40 ans environ, je me suis retrouvé en train d'aller au CS de Pouma. Le deuxième jour, j'ai rencontré François dans un terrain de football, au terrain du CS. François avait beaucoup de qualités athlétiques, c'est bien qu'il avait une pointe de vitesse, il avait une détente verticale très poussée. C'était un joueur puissant, et avec une bonne intelligence de jeu, un bon placement, un bon jeu de tête. En tout cas, c'était un leader d'attaque dans notre club, Pouma Football Club. Et je crois que c'est à partir de là où j'ai décidé qu'il pouvait être quelqu'un de très très important dans le milieu footballistique camerounais. Chacun parmi nous avait minimum 3 disciplines. François, lui, il faisait le football, le hand, le volley, l'athlétisme, le saut en hauteur. La preuve, il représentait au niveau départemental le CS. Je l'ai découvert en tant que passionné de football en 1984-1985. Il était alors sociétaire de Pouma Football Club. Un club de ligue régionale, c'était assez exceptionnel pour l'époque. Pouma, qui était alors un club de D2 de la région du littoral, s'était pris le plaisir d'éliminer les clubs d'élite. J'aimerais de mémoire convoquer ce match d'anthologie ayant opposé Pouma FC à l'Ouragan de Loum dans la ville de Loum, match au cours duquel François Omambiyik aura fait un but presque magique de la tête comme à son habitude. Mais je me souviens aussi de l'agitation du public qui, prétextant que le ballon rouge-noir tango de Pouma FC avait été travaillé, s'était organisé pour que ce ballon ne revienne pas sur le stade. Et Pouma Football Club devait jouer sa demi-finale contre Diep Dinkam. Diep Dinkam qui était une équipe ayant déjà gagné la Coupe du Cameroun. Et 2 joueurs se faisaient particulièrement distinguer. Omambiyik qui à l'époque me semble-t-il porter le numéro 2, même s'il jouait en attaque, et son frère Kanabiyik qui était, comme on dit dans le jargon aujourd'hui, un joueur box-to-box, mais il portait le dossard numéro 4. Le coach Karl Hans Degan m'appelle en première chez les juniors et j'arrive en sélection, on fait un stage. Il me faisait jouer avant-centre et moi ça me gonflait. Un jour, je suis allé le voir pour lui dire que coach, écoutez, moi je veux pas jouer devant, mais par contre j'ai quelqu'un qui peut faire ce job. Il me dit c'est qui? J'ai dit c'est mon petit frère. Je lui dis qu'il joue dans Pouma Football Club. Dans la prochaine sélection, François a été appelé et il a fait un carton pas possible. Il est devenu le chouchou de coach Karl Hans. Le talent de Omambiyik, même s'il est né à Sarbaïmé, mais va permettre à chaque amoureux du football de dessiner un peu Pouma dans la carte du Cameroun. On peut dire sans exagération que c'est le club de Pouma, y compris les frères Biyik, qui ont permis aux nombreux Camerounais de savoir où se situe cette petite ville du département de la Sanaga-Maritime. J'ai été appelé avec mon frère à l'équipe nationale senior. Nous étions 3. Nous sommes arrivés, ce n'était pas facile parce qu'il y avait vraiment des joueurs de renom à cette époque-là. L'équipe nationale du Cameroun qui venait d'être champion d'Afrique en 84 à Abidjan est en pleine reconstruction. Le ministre des Sports de l'époque, Bonbon Joya, avait cru bon de demander de renouveler l'effectif des Lions indomptables. Du coup, il y a eu la promotion de nombreux jeunes, dont Omambiyik, qui était en 2e division, faut-il le rappeler. Nous jouons alors les éliminatoires de la Coupe du Monde de Mexique au 86. Entraîneur Radé Ognjanovic,
a pris notre potentiel au sérieux et je crois qu'il nous a imposé dans l'équipe. Il est joueur de Puma, il est titulaire en sélection, malgré le rappel des professionnels. François m'a surpris, étant enfant, quand on jouait, c'était d'abord un gardien de but. Très bon gardien de but, c'était un très bon défenseur. Après, il a fini un très bon avant-centre. Donc, il m'a surpris quand nous sommes arrivés. Dans ces différentes étapes, il m'a surpris. Donc, on arrive à l'équipe nationale, on trouve les bons gardiens Kep en attaque. On trouve Roger, Eugène et quelques consorts. Le gamin a pu s'imposer. Donc, ça prouve exactement sa force de caractère. Malgré le rappel des troupes, malgré l'hyper-domination du Cameroun, nous allons être éliminés parce que, ayant fait ce jour-là mal nul face à la Zambie. Dans la foulée, Oman Biyik ne peut plus simplement être joueur de Puma. Il est très sollicité. Son épopée en Coupe du Cameroun avec Puma lui a forcément ouvert les portes des plus grands clubs du pays. Il avait fait le choix du canon, ce qui n'était pas forcément une bonne nouvelle, une nouvelle enchanteresse pour moi qui suis supporter du Tonnerre, mais il fallait vivre avec. Il avait fait ce choix-là et le paradoxe était aussi dans le fait qu'il ne prenait pas finalement la même direction que son frère aîné. J'ai ce souvenir-là quand Roger est venu chercher François et André dans une BMW rouge. Où effectivement, Roger, lui, ne sachant pas que ça se jouait derrière. C'est à travers une élite de Puma que j'avais pris contact avec les frères Biyik. J'ai vu les deux frères évoluer. Très intéressant ce jour-là. Alors je lui ai dit comment il faut faire pour que je puisse les faire venir à Yaoundé. Roger est venu les chercher et les amener au stade Omnisport. Alors moi je les ai fait venir à Yaoundé parce que je voulais à ce moment-là qu'ils fassent partie de l'effectif du Tonnerre. Et malheureusement, j'ai été un peu devancé. Il y avait un dirigeant de Canon, l'ancien président Avava, qui avait déjà tout mis derrière pour pouvoir récupérer François. Et de l'autre côté, Diamant, qui avait déjà tout mis derrière par son manager qui a enlevé André de l'Union. Comme ça, quand moi je reviens de mon voyage, on me dit qu'on m'a mis dans le canon et Biyik est dans le diamant. François, justement, est là pour venir rencontrer des dirigeants de Canon par un avion militaire. Hein. C'est pas l'avion militaire cargo où, je vous dis, c'était allé trop vite. Et il sera un avant-centre qui va rappeler aux supporters de Canon la grande figure qu'a été Jean Manga Ongene, parce que le Canon était en recherche d'un avant-centre d'un certain niveau de performance. C'était de bonne guerre. Hein. À l'époque, le Canon et le Tonnerre, c'était deux des plus grands clubs de ce pays. Et puis, c'était de bonne guerre. Mais il a même une fois failli être détourné dans le Canon. Le Tonnerre a gagné le lot. Mbida a failli venir dans le Tonnerre. Et bon, il a réussi à être maintenu par les dirigeants du Canon. J'étais très très content parce que leur progression vraiment a été fulgurante. Dans les championnats où ils ont évolué, ils ont démontré qu'ils étaient prêts à aller plus loin qu'un championnat de vacances. Et dès lors, il va crever l'écran. Et j'ai vu effectivement le premier match d'Oman Biyik François avec son frère Kanga Biyik André dans les Lions Indomptables, qui était un match amical entre le Cameroun et l'Égypte. C'était leur première sélection. Lorsque on allait à la Coupe d'Afrique, je crois, ça devait être en Égypte, Claude Roy m'a justement posé la question si je ne pensais pas qu'il fallait
rajeunir l'équipe. Je lui ai dit, ben, vous êtes l'entraîneur, moi je ne suis pas entraîneur, c'est à vous de rajeunir l'équipe. Il m'a posé la question, savoir quels sont les jeunes qui peuvent... Bon, je crois qu'il n'y avait pas 10 000 jeunes, hein. Il y avait déjà les 2 frères, il y avait d'autres, les Bongue et autres. C'est comme ça qu'il les a introduits dans cette équipe nationale. La première fois que je vois François Oman-Biyik, c'est qu'il est sélectionné en équipe nationale pour la première fois. Et donc je le vois à l'entraînement. Et effectivement, je vois des qualités très modernes, c'est-à-dire que des choses qu'au Cameroun on peut ne pas remarquer, qu'on ne voit pas, mais que chez les professionnels on recherche. Je crois que nous sommes apprêtés en cachette et subitement en 85, l'apparition d'une jeunesse forte et courageuse a fait son entrée en sélection. Nous avons commencé par 86, la Coupe d'Afrique en Égypte, où malheureusement il a été blessé. Bon, il a refait ses armes, il revient. En 88, on retrouve toujours Oman Biyik, ce super joueur qui a un jeu de tête vraiment, comme on le disait, à la Manga Ongene. Oman Biyik participe avec brio à ce qui s'appelait à l'époque la Coupe des clubs, la Coupe des vainqueurs de coupe. C'est ainsi que le talent d'Oman Biyik va très vite traverser les frontières du Cameroun. Les clubs européens, notamment français, vont envoyer des émissaires pour superviser Oman. Pendant cette semaine que moi je qualifierais la semaine la plus glorieuse d'Oman Biyik, sous les yeux des émissaires de Laval, Oman Biyik, lors d'un match face aux requins du Bénin, nous sommes peut-être en 8e de finale, hein, si mes souvenirs sont bons, de cette de fin de Coupe des Coupes, va marquer 4 buts. Va s'en suivre le match de fesses du Maroc. Canon va toujours largement dominer les Marocains. Il fera un triplé. Entre les 2 matchs, Oman Biyik va survoler un match des éliminatoires de la Coupe du Cameroun contre le PW de Kumba. Il est barré, entre guillemets, aujourd'hui par le défunt de regretter mémoire, Massim Benjamin. Il va marquer 3 buts. Rien que sur ces faits-là, en 2 semaines, Oman Biyik n'ira pas faire des tests. Et en partant du Cameroun, il a son contrat pour Laval en main. Le public ne voulait pas déjà que ses 2 fils jouent au football. Bon, maintenant on sait après, lorsque le feu président Yana lui avait démontré que c'était de l'or. Hein, c'était de l'or qu'il avait dans la main. François est parti à Laval. Voilà, donc moi je l'ai croisé comme ça à Laval. J'étais fier de le voir à Laval et de voir déjà ce qu'il faisait aussi à Laval, comme il l'a fait au Cameroun. Et je pense que François était parti pour devenir vraiment un véritable grand avant-centre. Il est le principal artificier de l'équipe qui va qualifier le Cameroun pour la phase finale du mondial italien. Dites-vous qu'entre-temps, Roger Mila a pris sa retraite internationale. Il a fait son jubilé. Tout le monde se souviendra du but, j'allais dire éclair, qu'il marqua face au Nigeria. Cette fois, lève le cuir, tête de main et but. Tête de main et but. On avait été un peu ressuscité grâce à la victoire que nous avions eue en Angola. Pendant le même temps, le Nigeria perdait au Gabon, ce qui nous avait mis en ballottage favorable, mais il fallait quand même gagner le match Cameroun-Nigeria à Yaoundé. Et je me rappelle, lorsqu'on arrive au stade, à l'époque il y avait encore le tunnel. Il y avait le tunnel. Et lorsque vous sortez du tunnel, il y a le Shabbat. Lorsque François sort du tunnel, il est sorti avec un doigt tendu. La clameur qui s'est élevée du Shabbat ce jour-là, parce que François avait juste montré le doigt en sortant du tunnel. Il a montré à tout le monde. Et ce qui devait arriver arriva. Corner de la droite vers la gauche, entrant, Féfé, comme d'habitude, cherche la tête de François qui monte, il smash le ballon, 1-0. On est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc on va arriver en Coupe du Monde avec un Oman Biyik au sommet de son art. Lorsque je suis arrivé en Italie, surtout en Yougoslavie d'abord pour le stage, bon, les gens m'ont dit, bon, attention, hein,
Les frères Omam, ils ne sont pas contents parce que tu reviens, machin, tout. Bon, moi, je n'ai pas pris ça en considération. J'étais content de participer, non seulement à ce coup du monde, mais d'avoir la chance d'avoir à côté de moi François Ouambié qui était un avant-centre comme moi, et qu'à tous les deux, on pouvait faire des choses extraordinaires. Omam a accepté cette présence-là, a collaboré, a travaillé dans l'ambiance avec Mila et tout, et c'était quelque chose d'appréciable parce que ça aurait pu le casser, le mettre à terre complètement. Toute la machine camerounaise semblait superbement huilée. Abdelaziz contre Cameroun! Has scored for Cameroun! And justice has been done. The WWE Lions lead 1-0. Omam est le sésame. C'est lui qui véritablement ouvre la porte aux équipes africaines pour entrer dans ces quarts de finale, parce que tout est parti de ce premier match contre l'Argentine où, je ne sais pas, Omam est allé chercher ce ballon pratiquement au-dessus des épaules. Ses jambes étaient presque au-dessus des épaules du défenseur qui était en sa charge, et il a propulsé ce ballon au fond du filet. Même les aveugles, sans voir l'image, ont entendu, c'est-à-dire à l'écoute, que François Ouambié a grimpé plus qu'on ne sait jamais. Ce n'est même pas explicable pour marquer le fameux but contre l'Argentine. Et ça restera toujours le but de la Coupe du Monde de François. Et c'est ça qui lui vaut l'honneur qu'il a encore aujourd'hui. Et moi, je pense que dans une compétition de cette nature-là, quand vous réussissez un éclat comme celui-là marqué contre l'Argentine et amené à la victoire, ça reste et ça marque. Et je pense que de là, tout est parti pour l'équipe du Cameroun pour aller jusqu'en quart de finale. C'est pour certains Ouambié qui est né le 8 juin 90 à San Siro, mais pour nous Camerounais qui avons vu Omam depuis Puma, on sait que l'exploit qu'il a réalisé face à l'Argentine, il le faisait bien au championnat local avec le Canon Sportif de Yaoundé, ou bien même avec le Laval, où il était quand même le 3e meilleur buteur du championnat de France dès sa première saison dans une équipe comme Laval. C'était un authentique espoir. Omam est l'un des joueurs de football que j'ai vu avec une puissance dans le jeu aérien exceptionnelle. Qui était une dimension rarissime. Ce qui se fait aujourd'hui en termes de jeu de tête, c'est Cristiano Ronaldo. Et lui, il l'avait déjà à l'époque. Nous n'avions pas les équipements, des salles de musculation et tout ce que les équipes ont aujourd'hui. Donc on n'avait jamais pratiquement fait un travail de musculation spécifique à nos joueurs. Mais Omam, déjà à cette époque-là, avait une détente vraiment surprenante. On ne sait pas d'où ça lui venait. Valérie Nepomniachtchi avait des exercices qu'il nous faisait faire pour évaluer la puissance de chacun. Mais si moi je pouvais sauter 2 mètres, François sautait au moins 3 mètres et plus. C'est-à-dire détente sèche en longueur, départ accroupi, extension, et vous cherchez. Il allait plus haut que tout le monde, même face à un gardien de but. Je me souviens d'un match amical que l'on jouait, un match d'entraînement que l'on faisait, sur un centre. Pareil, Tommy était allé chercher ça très haut, pensait qu'il avait, mais François était allé plus haut, et il a marqué. Donc c'était vraiment sa marque de fabrique, cette détente aérienne. Prend de Slater et reprise de la tête d'Omambiyik. Le joueur camerounais est l'un des spécialistes au début marqué de la tête. Il donne là la preuve de son talent dans le domaine aérien. François avait beaucoup de qualité, déjà par son saut, sa pointe de vitesse qu'on ne voyait pas beaucoup, mais qui en match était impressionnant. Si vous revoyez le match Cameroun-Angleterre, où il fait une chevauchée, et même déjà en match d'ouverture, ça s'est vu un peu, mais il est d'une rapidité vraiment incroyable. Comme attaquant, je crois qu'à partir de là, on a commencé à sentir que des attaquants à l'avenir pouvaient aller beaucoup plus vite. Et après ça, il se concentre pour le match. Ensuite, il y a la Roumanie. On gagne 2-1. Ensuite, on perd contre la Russie. Et là, il y a une espèce de, je ne vais pas dire démobilisation, mais de déconcentration.
Et vous connaissez l'histoire, on a fait les valises, on les a défaites, on les a refaites, on voulait partir. Et là, le rôle de leader de François apparaît. Parce que lorsqu'il a senti dans le groupe, je ne dirais pas de démobilisation, mais on n'était plus trop dans l'événement. C'est lui qui remonte l'équipe en fait, en disant les gars, on est venu ici pour faire mieux que 82. Là, si on prend une deuxième défaite d'affilée, ça ne va pas le faire. Les gens vont juste se rappeler qu'on a pris 2 défaites. Ils vont oublier qu'on a gagné le match d'ouverture. Les gars, ce n'est pas la Colombie qui peut nous sortir d'ici. Reconcentrons-nous et allons gagner ce match. Et là, paf, les gars sont remobilisés. Sur le terrain, c'était vraiment notre buteur. Tout le monde comptait sur lui car n'importe comment peut débloquer le but. Et le fait qu'il avait intégré qu'il était Monsieur But. Donc il savait que si les choses doivent se déclencher, ce sera par lui que ça va se déclencher. Évidemment, il avait son pourvoyeur fétiche, Monsieur Fédélu Paul. Je pense que François est certainement l'un des attaquants les plus décisifs en sélection nationale, notamment dans les phases éliminatoires. Nous lui devons largement la qualification pour la Coupe du Monde de 1990. Nous lui devons aussi la qualification pour la Coupe du Monde 1994. Le Cameroun, en tant que sélection et même son football entièrement, est dans une crise de leadership déjà au niveau de la fédération, parce qu'on commence à évoquer des cycles électoraux. Le pays est en pleine crise économique, ne peut pas toujours faire face à ses engagements vis-à-vis des techniciens étrangers qui sont employés comme entraîneurs. Donc on doit recourir à une solution locale et temporaire. On met en place un collège d'entraîneurs qui est conduit par Fun Seke, paix à son âme. Et je pense que c'est le seul jour, à ma connaissance, où le président Paul Biya est venu au stade en dehors d'une finale de Coupe du Cameroun ou en dehors d'une compétition officielle, Cannes par exemple. Pour un match éliminatoire des Lions, que ce soit à la Cannes ou la Coupe du Monde, c'est le seul jour où le président Biya est venu au stade. C'était ce 10 octobre 1993 et François est rentré, est sorti des vestiaires ici pour l'échauffement avec 2 doigts en l'air. 2 doigts, c'était peut-être le V de la victoire, 2 doigts, c'était peut-être les 2 buts. Mais en 27 minutes, il avait marqué les 2 buts et s'était blessé en célébrant le 2e but. Et avait fait l'essentiel à ce moment-là. Donc on peut considérer qu'à lui seul, sur ce match-là, il avait amené le Cameroun en Coupe du Monde aux États-Unis. Du numéro 6, zimbabwéen Francis Shunai. Et voici Omar Biyik face à Bruce Gobla. Omar marque. Super. En 13 ans en sélection nationale, Omar Biyik a accumulé 75 sélections, il a marqué 45 buts. Si vous faites le ratio match joué, but marqué, il est le meilleur buteur de la sélection nationale du Cameroun. Mais sauf que sur le total des buts, il vient juste derrière Samuel Eto'o qui en compte 56 buts. Omar Biyik, une très bonne déviation, jeu de but de Omar Biyik qui se retrouve devant Bruce Gobla. Oh, super. Alors là, un but de professionnel. Lorsqu'on revient de la Coupe du Monde de 1994, l'État camerounais devait plein d'argent aux joueurs. Et lorsque je prends l'équipe de 1994 à 1996 pour la qualifier pour la CAN, j'ai pu convaincre Omam qui a accepté de venir en équipe nationale malgré tout ce passif qu'on leur devait. Et donc, j'ai fait de lui le capitaine de l'équipe. On peut croire que c'est une suite logique
parce qu'au moment où il devient capitaine, il est probablement le doyen de cette équipe-là. Les gens qui ne le connaissent pas vous diront que c'est quelqu'un de timide, de réservé, mais c'est quelqu'un qui a une influence naturelle sur un groupe. C'est quelqu'un de très avenant, de poli, de fédérateur. Et pour tout entraîneur, c'est le joueur idéal pour porter le brassard. Mais on peut être également surpris d'avoir François capitaine parce que François n'a jamais été un homme de tempérament. François n'a jamais assumé sa qualité de leader. François est plutôt quelqu'un de réservé, je dirais même timide, sans que ce soit un excès. Vous savez, le brassard se donne à quelqu'un qui inspire confiance, qui ne va pas être là à faire des coups, qui n'est pas là pour faire du désordre, qui va peut-être prêcher par l'exemple. Même s'il ne gueule pas très fort, il peut par un message, en rassemblant, faire passer un message. Parler peu, mais parler bien. Je pense qu'il avait joué son rôle. Il nous a toujours soutenus, puisqu'il faisait partie à cette période-là des plus anciens, comme on dit dans le jargon du foot. Et nous, on était à l'écoute. François, capitaine de Lyon, je n'en revenais pas. Il ne m'a pas dit avant que le coach lui donnait le brassard pour ce match. Mais à la surprise générale, il était capitaine. J'ai tellement copié auprès des aînés, surtout en particulier lui, très simple, très humble, ce monsieur. Et vraiment, le capitanat, ce n'est pas celui qui doit être toujours il faut être présent. Il faut dire des choses au moment où il faut. Et il faut que ça soit toujours bien et soit aussi à l'écoute. Mais c'est quelqu'un qui force le respect parce qu'il dégage quand même un certain charisme et n'est pas capitaine de Lyon qui le veut, mais qui le peut. Beaucoup se sont essayés sans grand succès. Et à l'époque, être capitaine, il y avait des aînés, il y avait des petits, il y avait des gens je peux dire, de sa promotion. Il a réussi à conjuguer ces trois générations-là. Et lorsque nous perdons ce premier match, dû au fait qu'on est arrivé trop tard en Afrique du Sud et tout, Omam a tenu un grand discours à ses camarades pour dire que tout n'est pas perdu. Et la preuve, il était parmi ceux qui ont refusé que un Brésilien qui se baladait en Afrique du Sud que Pereira vienne en renfort en équipe nationale. Il a dit c'est pas possible, ça faut pas. Nous avons des coachs, donc on n'en veut pas. À être capitaine pendant la Coupe d'Afrique des Nations de 92 au Sénégal, capitaine pendant la Coupe d'Afrique des Nations post-apartheid de 96 en Afrique du Sud, capitaine pendant l'édition 1998 de la Coupe du Monde en France. Et il faut rappeler que durant toutes ces compétitions, on ne se souvient pas eu vent des bruits de quelque nature que ce soit au sein de la tanière. Avoir le brassard, étant petit frère avec des joueurs qui sont ses grands frères, c'était pas du tout facile, mais ça a été quand même si on n'a pas pu gagner le trophée qui était à notre portée. J'ai tellement observé le grand frère, sans que lui-même se rende compte, de voir comment il fonctionne et comment est-ce qu'il est. Je l'ai rajouté à moi et qui fait en sorte que aujourd'hui, quand les choses sont venues, c'est venu naturellement. Lui en tant que capitaine, moi en tant que vice-capitaine, en 98, c'était naturel. C'était pas une histoire de meilleur ou pas. Donc j'étais vraiment, ils ont estimé que je correspondais un peu à l'image de celui qui était là, qui était en train de partir, et vraiment il fallait qu'il y ait juste que ça ne soit plus quelque chose à chercher, que ça soit la continuité. Timide, et donc il ne prenait pas beaucoup de risques. Bon, notamment quand il a signé un contrat à l'Olympique de Marseille, je crois bien. Nous tous on était contents, même moi qui suis supporter de Paris Saint-Germain, donc anti-marseillais, mais heureux de voir qu'un compatriote de talent, il joue. Malheureusement, il a été impatient. Dans le football professionnel, notamment en Europe, quand vous êtes un Africain, vous existez par votre talent, mais vous existez aussi par votre caractère. Donc il n'a pas parfois su
imposer son caractère pour dominer des situations d'adversité et s'imposer dans des grands clubs comme cela aurait pu être le cas à l'Olympique de Marseille par exemple. Mambi, il ne pouvait pas présager de ce qu'il allait briller en Coupe du Monde. Il a signé son contrat à Rennes quelques jours avant le mondial. Tout le monde lui fera le reproche après. Il nous a expliqué que ce qu'on est, il fallait qu'il soit rassuré au niveau de sa carrière. Il a vite signé à Rennes. L'entraîneur de l'équipe d'Angleterre qui a dit « Je veux ce gars pour Porto ». Et malheureusement, Omam ne s'est pas senti à la hauteur du défi. Je pense qu'il lui a manqué le caractère qu'avait son frère aîné. Si Omam avait eu l'audace qu'ont eu certains de ses cadets, à l'image par exemple de Samuel Eto'o, il aurait été cette première grande vedette internationale à l'ère de la planétarisation médiatique du football, notamment du football professionnel dans les années 90. En fait, c'est les blessures qui ont bloqué la carrière de François, malgré qu'il soit allé là où il est allé. Parce que François se blesse la toute première fois, à ma connaissance, je crois bien en 85. Mambi va se blesser au Maroc lors du stage préparatoire à la CAN en Égypte. Il était en stage avec nous, comme c'est un gars honnête, il a dit à Claude que Claude, c'était presque son papa, que je ne pouvais pas participer à cette compétition, je ne peux pas tricher avec mes camarades, mes amis. Donc Claude Roy voulait à tout prix l'amener au Caire, puisque tout le monde comptait sur lui. C'était vraiment un génie, un buteur né. Donc malheureusement, il a pris la décision de rentrer chez lui. Qu'aurait été la carrière de François s'il avait pu faire la CAN 86 en Égypte? Qu'aurait été sa carrière s'il avait pu entièrement faire la CAN de 88 au Maroc? Certainement que sa carrière professionnelle à l'international aurait eu d'autres contours s'il avait pu briller au cours de ces compétitions là où les spots sont sur l'Afrique et où l'essentiel des recruteurs sont présents. Décrire Omam aujourd'hui, c'est comme si on parlait de lui aujourd'hui. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de sincère, quelqu'un de humble. Très très bon camarade, mais surtout ce qu'on voit moins chez lui, c'est que c'est un leader. Un exemple de discipline. Dans le travail, il était toujours là. C'est pas un joueur à scandale. Très timide, très calme. Il est invisible, mais il est présent là où il faut. C'est pas un joueur impliqué dans des situations de controverse. On n'a jamais entendu comment était en conflit ouvert avec un de ses coéquipiers. Un monsieur humble et respectueux. Je me souviens d'une fois, quelqu'un vient nous souffler qu'on est en train de fumer une cigarette. Et puis, comme un diable, son grand frère, qui lui aussi ne buvait ni ne fumait, est arrivé et il a grondé. Mais il faut voir quel respect ce monsieur a envers ses aînés, ses proches, ses parents, ses amis. Et il a tout simplement éteint sa cigarette qu'il a écrasée. Et puis, plus jamais, il en a touché. Monsieur prêt toujours à aider son voisin. C'est un monsieur qui est très ouvert, qui est beaucoup à l'écoute, qui observe. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, sa voix ne sort pas énormément dans un groupe, mais il est présent. Jamais sa voix ne dépassait un ton de plus. Il était toujours en très grande harmonie avec ses camarades. François, il sait parler aux gens. Il sait leur parler tranquillement, mais il sait les motiver. Et lorsque je revois encore les images de match, vous voyez très souvent François parler aux joueurs en groupe. Beaucoup de ceux qui ont réussi donnent souvent l'impression d'avoir oublié d'où ils viennent et ne sont plus très accessibles. Ce n'est pas le cas de François. Je me souviens à la CAN de 92 au Sénégal, il y a eu des échauffourées entre le Cameroun et le Sénégal et son frère est sorti, godasse en main pour la bagarre et tout ça, ce qui n'était pas le cas de Omam par exemple. Ça a toujours été un garçon assez sérieux, assez posé, plutôt un personnage positif. Donc il est le bon ambassadeur des lions parmi les lions. Omam a été une clé
de voûte de notre équipe nationale pendant de longues années, depuis les juniors, les seniors et tout. Très à l'écoute. Parfois, qui laisse la lassitude aux gens de prendre les initiatives. Vous prenez les initiatives et lui, il est en retrait, il observe. Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours une idée, une orientation. Et même si vous prenez les initiatives en pensant que peut-être il vous laisse faire, parce que c'est là où certains pensent souvent qu'il n'a pas de personnalité. Non, mais c'est quelqu'un qui est très pointilleux. Et quand il a un objectif, tant que vous fonctionnez dans l'objectif qui s'est fixé, vous avez la liberté. C'est-à-dire que c'est sa façon de manager. Et c'est pour ça, parfois, il préfère toujours être avec des gens compétents. Parce que lui aussi, il a toujours sa petite touche à donner au bout. Il est dans la réserve, il est effacé, il est en recul. À la limite, vous savez, il a été connu pour son jeu de tête, mais parce qu'aussi il a une taille qui lui permet de faire exceller ce jeu de tête. Donc, à la limite, parfois on a l'impression qu'il s'emploie à essayer de disparaître parce que sa taille ne lui permet pas de passer inconnu. Et il se blâme presque d'avoir cette taille-là. Donc, c'est quelqu'un qui est resté, même après sa carrière de footballeur, très humble, très attachant et, comme je disais, timide en réalité, parce que je n'ose même pas dire qu'il est effacé, il est resté très timide. Il est plutôt sage. Et nous, on en profite de ça, on observe, c'est pour ça que nous sommes auprès de lui en particulier. C'est pas un ami, c'est un grand frère. Pour moi, François Oman Mbiyik est d'une humilité qui frise presque l'effacement. En effet, il fait partie de ce type de personnages rares qui sont des leaders, qui guident, qui peuvent conduire un groupe sans toutefois être en première ligne tout le temps. En réalité, et il faut le dire, même si son tempérament ne le montre pas suffisamment, François Oman Mbiyik est un véritable leader, un alpha. Chacun sa façon d'être un leader. André est explosif. Il crie sur toi pour que tu te réveilles. Koundé, il te domine de sa stature. Tu comprends qu'il faut faire ceci. Jobel, il parle beaucoup. Tu sens qu'il oriente. Tommy te tranquillise par sa présence. Et François, c'est la voix douce, posée, qui dit les mots justes et puis on avance. C'est tout. Et après ça, bon, c'est un grand blagueur. Hors du terrain, bon, c'est la Java, il blague, mais dans son métier, il était très sérieux. Il reste un ami fidèle, hein? Fidèle, peut-être pas forcément à moi. Moi, je suis son cadet, mais je connais l'un de ses plus proches amis. C'est quelqu'un avec qui il traîne depuis qu'il était joueur du Canon et quand il est arrivé à Yaoundé, et qui aujourd'hui reste de toute façon la personne avec laquelle il passe l'essentiel de son temps. François, je le considère plus comme mon ami. François, c'est un frère parce que François m'a accueilli partout, comme lui-même. Quand j'arrive en France, c'est François qui m'accueille. Quand je reviens au Cameroun, je suis avec François tous les jours. En fait, François, c'est un frère. Il a manqué au Oman Mbiyik un coach, c'est-à-dire dans son environnement personnel, quelqu'un pouvant l'accompagner pour lui montrer quelles étaient ses qualités. Je crois que Oman Mbiyik a livré de grandes choses pour le Cameroun, mais il aurait pu faire plus. Il faudrait penser à cela que Oman peut nous apporter beaucoup de choses aujourd'hui dans ce football. Et on avait décidé, comme j'étais toujours avec lui, que la fin de notre carrière, on va devenir des entraîneurs. Donc, et là, depuis que François a fini sa carrière au Mexique, il est revenu en France. Donc, il avait déjà trouvé que moi, j'avais déjà commencé ma formation d'entraîneur. On lui parlait du métier d'entraîneur et comme d'habitude, on ne sait jamais ce qu'il pense. Il vous écoute, il a une très grande écoute, mais il ne vous dit jamais quelle décision il va prendre. On est surpris de voir François qui a entamé sa formation d'entraîneur. Il a passé le diplôme d'entraîneur. C'est la première chose. Hein. Vous jouez au football, si vous voulez maintenant vous engager comme entraîneur, vous faites ce qu'il faut faire, vous allez à l'école d'entraîneur, vous apprenez. Il a fait. Je me souviens en Afrique du Sud,
j'ai discuté régulièrement avec lui de la stratégie de l'équipe, du plan de jeu. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Est-ce que tu penses que... Ainsi de suite. Et il était très réceptif et des arguments qu'il avançait étaient toujours des arguments qui tendaient à penser qu'il finirait entraîneur parce qu'il avait une ouverture d'esprit dans ce domaine-là qui faisait penser qu'il faudrait qu'il fasse la carrière. Mais vous savez, on est au Cameroun et ces choses-là ne vont pas de soi. Oman Biyik, entraîneur, faut-il le dire, il a commencé dans les sélections jeunes à Châteauroux, en France, où, on va dire, il a élu domicile. Il a commencé par les Benjamins, il a gravi des échelons jusqu'à entraîner l'équipe première. En fait, c'est ce qu'il avait choisi comme reconversion dans sa vie, après sa vie de footballeur. Il a officié sur 2 continents, avec 2 clubs de première division, notamment la Real Colina, un club de première division du Mexique, et l'US Bitam du Gabon. Comme sélectionneur, il aura été l'adjoint de Javier Clemente de 2010 à 2012, et puis depuis 2019, il est l'adjoint de Conceição. Bon, on ne saura jamais vraiment l'influence qui pèse, parce qu'il n'étant pas le numéro 1 de la sélection. Mais cela dit, pour ceux qui côtoient la sélection nationale, j'ai un peu le privilège de côtoyer un peu au parfum de ce qui se passe. Si de nombreux binationaux rejoignent la sélection nationale aujourd'hui, Oman Biyik y est pour beaucoup. Pour un joueur de football qui n'a aimé que ça, qui n'a fait que ça dans sa vie, c'est un parcours exceptionnel, c'est digne de ce que Zidane fait en France. Zidane est resté dans le milieu du sport. Je crois que tout le rêve d'un grand footballeur, c'est de terminer sa carrière dans le milieu du sport. Les jeunes lions, quand on a en face de soi quelqu'un comme celui qui a marqué un peu l'histoire, le message passe plus facilement. Bon, je pense qu'il est et qu'il restera encore pour longtemps, mais c'est quelqu'un d'approche facile et je suis persuadé que dans cette carrière-là, même si on pense qu'il n'a pas le punch, qu'il ne crie pas fort, qu'il ne gueule pas, qu'il n'a pas la gueulante qu'il faut parfois, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va. Le football moderne fait en sorte que ceux qui sont en activité, ils le reconnaissent, c'est-à-dire ils savent qui il est. Il n'a plus besoin de faire plus d'efforts. Déjà, sa présence, elle, est à 80%. Il a certainement une expertise avérée parce qu'il s'est assuré après sa carrière de footballeur qu'il faisait ses classes. Mais maintenant, peut-être comme je le dis encore, il doit avoir cette dose de tempérament qui lui permettent de devenir un leader, un chef d'équipe et qui devrait lui permettre de réussir pleinement une carrière d'entraîneur en acceptant des challenges qui, s'ils sont relevés, vont définitivement aussi lui construire l'auréole qui lui sied en tant qu'entraîneur. Avec son tempérament, avec tout ce qu'il possède, son capital humain et tout le reste, il a certainement des prédispositions pour être un très bon entraîneur. À un moment donné, qu'on donne l'opportunité aux gens de pouvoir s'exprimer. Bon, vu là où il est aujourd'hui, c'est bien parce que je dis même sa présence, il a beaucoup d'influence sur la jeunesse. Mais je dis, si on reste dans les règles, il ne peut pas non plus tout dire. Il ne peut pas s'exprimer jusqu'à un point parce qu'il y a une hiérarchie à respecter. Nos dirigeants sont dans un schéma traditionnel. Aller toujours chercher des étrangers, même ceux qui n'ont pas des états de service probants, et leur adjoindre des grands noms du football camerounais. Moi, je crois qu'il était temps qu'on lui donne la responsabilité. On espère que ça viendra un jour, que dans ce pays aussi, on fera confiance aux nationaux, comme cela se fait de plus en plus en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. François a la possibilité d'être quand même entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Ce n'est pas qu'on le nomme entraîneur adjoint, et il n'est même pas adjoint. Ce match se joue, lui et la tribune, je ne trouve pas cela du tout normal. Je souhaiterais que peut-être un jour, qu'on lui donne aussi cette chance, comme on l'a donné à tout le monde, on l'a donné à Kono, on l'a donné à, je ne sais pas, il y a beaucoup d'autres, de lui donner aussi cette chance. Les Camerounais doivent quand même s'interroger pour savoir pourquoi le plus grand trophée, même si il a une valeur internationale relative, que le Camerounais gagne au plan international en matière de football, c'est bien la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et ils doivent simplement savoir que peut-être qu'on a gagné aussi cette médaille d'or parce que l'encadrement était complètement camerounais. Il y avait Jean-Paul Akono, qui a été exceptionnel en matière de tactique, notamment contre le Brésil, où les Brésiliens n'ont jamais pu comprendre
sa tactique du hors-jeu. On a toujours dit le problème de Tommy au niveau de la sélection nationale, mais personne ne sait que le premier conciliateur de ces deux-là, c'était Oman Biyik. Donc, je peux m'aller encore plus loin. Lorsqu'il revient à l'équipe nationale comme entraîneur adjoint de Clemente, c'est que les gens ne disent pas, c'est qu'en ce moment-là, lorsqu'il y a des suspendus, Oman a joué de tout son rôle pour faire revenir Alexandre Song, pour faire venir Choupo-Moting qui est là aujourd'hui, pour faire venir Joël Matip, pour faire venir Mbong. Et ça, c'est le travail de François. Mon souhait, c'est que François fasse long feu. S'il n'est pas resté longtemps en tant qu'acteur, footballeur, qu'au moins en tant qu'encadreur, qu'il aille très loin. Au départ, moi, je lui avais dit que moi, je le voyais entraîneur principal. Parce que pour moi, il avait l'âge, la capacité, l'expérience, le vécu pour être entraîneur principal. Mais bon, son humilité veut qu'il se mette encore au service de Conceição. Bon, il est avec Jacques Songo, il n'y a pas de problème, mais son rôle est primordial. Parce que vous savez, gérer l'équipe nationale, ce n'est pas facile. Et lorsque vous avez le vécu qui vous permet de parler aux joueurs, de les orienter, de parler à l'entraîneur principal pour lui dire voici, voilà. C'est un rôle très très important. Il ne se mettra jamais en avant pour dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais lorsque vous voyez entre guillemets, les jeunes lions qu'ils ont pris depuis que Conceição est arrivé, vous voyez que l'équipe est en train de progresser, l'esprit a changé, les choses vont dans le bon sens. Et François n'est pas étranger à cette métamorphose du groupe. Il va peut-être rester humble et un peu en retrait, mais le grand public doit savoir que si l'équipe a changé, François y est pour beaucoup. J'étais encore étudiant en France. Et je me souviens que à l'époque, on était fiers d'être Camerounais. C'est-à-dire grâce à ce match historique face à l'Argentine et son coup de tête magique qui a donné cette victoire au Lion indomptable, nous étions fiers. Grâce au but de la tête de François Oman Biyik, partout, à l'école, à la boulangerie, à la poste, il suffit que quelqu'un reconnaisse mon nom et hop, on se met à discuter. Et c'est toujours un plaisir en fait. Qu'au Mexique, François reste une légende. François reste une légende parce qu'en 2016, j'ai assisté au congrès de la FIFA au Mexique et la CAF y tenait aussi une assemblée générale. Et au contrôle de passeport à l'aéroport de Mexico, quand on a vu que j'avais un passeport camerounais, le chargé de l'immigration est sorti de son box pour faire une photo avec moi. Parce qu'il me disait qu'il était supporter de l'América de Mexico et que vraiment pour eux, donc ils étaient deux. Il y avait le Zambien Kalusha Bwalia qui lui à ce moment-là était membre du comité exécutif de la CAF et François qui, pour les supporters de l'América de Mexico, sont des dieux. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il reste difficile pour François aujourd'hui de se mouvoir dans les rues de Mexico. Le sport et la culture sont des éléments aujourd'hui qui permettront à nos pays d'émerger demain. Et si on y met l'accent et si on y met quelque chose qui explique, c'est-à-dire que par exemple nous travaillons beaucoup en ce moment sur la diplomatie sportive, c'est important que les gens sachent que le sport n'est plus seulement un jeu de pied. Donc quelqu'un comme celui-là qui a un parcours, comme je l'ai rappelé tantôt, est utile. Aurait été utile dans toutes les querelles que l'on voit. C'est vrai qu'il est toujours un peu à l'écart. Moi, je ne l'ai pas encore vu au centre d'une querelle depuis qu'il est footballeur. Pourtant, sa parole peut compter. El camerunés François Oman Biyik llegaría desde el Racing Club Lens de Francia para consolidarse en el fútbol mexicano como un delantero que marcó historia al obtener el título individual al máximo goleador de la temporada 94-95, un récord de 11 anotaciones consecutivas y 49 tantos en 3 campañas. Octavo, media vuelta, balón en el área, ¡gol! Biyik otra vez, Biyik la vuelve a poner en el fondo. Oman Biyik a un énorme capital
ce que nous, on pourrait appeler un capital marque. Mais il y a des éléments d'actifs de marque qui sont très intéressants à pouvoir développer. D'abord parce que c'est un footballeur et que le football forcément ici, c'est la discipline phare. C'est celle qui attire en termes de sport les annonceurs. François est probablement le premier footballeur camerounais dont la notoriété s'est construite grâce à la télévision. Aujourd'hui, on parle de brand ambassadeur, mais François était un pionnier. Je me souviens bien qu'il avait été utilisé comme personne ressource lors d'une publicité pour une entreprise sucrière ici au niveau du Cameroun. Par Palmore à l'époque, une marque d'huile, c'était tout simplement la conséquence de son rayonnement déjà dans le championnat national. Et je vous évoque des périodes où il n'était pas encore passé à Laval, où il était encore un joueur dans le championnat national, mais à cause de la magie de la télé, il commençait donc à s'imposer comme une icône. François Oman Biyik fait partie du panthéon des grands footballeurs et j'ai même l'impression qu'il n'a pas encore la place qu'il mérite parce que comme c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, mais quand on regarde tout son parcours, celui de joueur, celui de capitaine, celui d'entraîneur, je crois quand même que ça, c'est souvent sous d'autres cieux que les joueurs ont la chance de prolonger leur carrière dans le milieu qu'ils aiment.